Bonsoir, bienvenue sur ATV dans Questions directes. Notre invité ce soir, Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer cette annonce faite cette semaine par Emmanuel Macron qui rend l'école obligatoire à 3 ans. Bonne ou mauvaise décision? Vous savez, rien de nouveau sur le soleil de Guadeloupe. 95% des élèves entre 3 et 6 ans sont déjà scolarisés en maternelle. Donc aujourd'hui, cette annonce doit, si elle est effectivement dans un désir d'améliorer la situation, doit être accompagnée notamment de réels moyens pour les collectivités territoriales, puisque c'est elles qui fournissent les établissements, mais également le personnel d'ATSEM, mais également doit être accompagnée de moyens supplémentaires, parce que pour qu'il y ait une bonne scolarisation des enfants de 3 ans à 6 ans, il faut des classements surchargés, il faut du matériel pédagogique, il faut de la formation, et donc tout cela demande effectivement que l'académie soit accompagnée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Dès 2019, justement, ce sera appliqué. C'est tôt, selon vous, c'est trop tôt? Non, aujourd'hui, il n'y a pas une grande difficulté. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 95% des enfants qui sont C'est 95% des enfants qui sont scolarisés. Bon an, mal an, la scolarisation étant obligatoire, rien n'empêchera certains parents de continuer soit à fonctionner avec l'éducation à domicile. Donc, je pense que dans les faits, il n'y aura pas de grosses difficultés pour la mise en place d'une réforme qui n'en est pas une. Oui. Mais nous disons tout simplement que si effectivement nous voulons que cette école soit efficiente, il faut effectivement que Monsieur le ministre donne des dotations notamment aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent construire des écoles de qualité et des postes supplémentaires. Avec des salles, bien sûr, aux normes, et puis des postes supplémentaires, car même si nous n'avons que 95% d'enfants scolarisés, il faudra bien scolariser les 5%, restants, et donc ça demande des moyens. Ça va créer un boom quand même. Nous espérons parce qu'il peut très bien aussi faire le choix, par exemple, de supprimer les TPS, c'est-à-dire les très petites sections. Et malheureusement, comme il est en train de le faire, pour pouvoir faire CCTP dédoublé, supprimer le dispositif plus de maîtres que de classe. S'il continue à fonctionner à moyens constants, nous voyons bien que cette réforme n'aura sûrement pas les incidences que nous souhaitons, nous. Oui, une annonce présidentielle ou gouvernementale ne vient jamais seule. Souvent, derrière, il y a d'autres mesures qui sont appliquées. Surtout que nous savons très bien que ce gouvernement est toujours dans la diminution des budgets. Et malheureusement, nous craignons effectivement sur nos conditions de travail, sur les conditions d'accueil des maternelles, et surtout sur le bénéfice que pourraient justement en tirer les enfants, et notamment les enfants les plus défavorisés socialement. Nous savons pertinemment que la scolarisation très tôt pour ces jeunes leur permettent, un, de se socialiser, deux, surtout d'acquérir beaucoup plus d'outils langagiers, ce qui leur permet de rentrer plus facilement dans la lecture et dans l'écriture. Oui. Après quelques semaines, justement, après l'arrivée du nouveau recteur, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous sentez justement que cette relation prend forme et vous êtes parti de bonne base ou pas? En tout cas, elle est formelle, elle est ce qu'elle est. Nous sommes malheureusement dans un budget contraint, 44 fermetures de classes dans le second degré, pratiquement 74 classes dans le primaire qui vont fermer parce que justement, étant à moyens constants, zéro création de postes, nous sommes donc dans l'obligation de fermer les plus de maîtres que de classe pour permettre justement l'ouverture de CCP et des CE dédoublés. Aujourd'hui, nous observons tout simplement un effort de communication du recteur qui, des fois, n'est pas à bon escient, notamment lorsqu'il annonce sur Saint-Martin que la rentrée du 6 novembre et les conditions de travail sont optimales sur Saint-Martin. Je pense qu'il a déjà rectifié. Nous sommes extrêmement vigilants par rapport à ce qui est en train de se faire. On va y revenir Saint-Martin tout à l'heure. Vous êtes inquiet pour la prochaine rentrée scolaire? Mais bien sûr que nous sommes inquiets. C'est déjà l'inquiétude, là? Mais bien sûr que nous sommes inquiets. Lorsque vous fermez 74 classes, nécessairement, vous allez vous retrouver avec des classes surchargées. Oui. Lorsque vous ne dotez pas, notamment les RASET, c'est-à-dire les réseaux d'aide des enfants les plus en difficulté, nous aurons aussi des difficultés pour aborder l'échec scolaire. Et donc, beaucoup de personnes parlent de l'école de la deuxième chance, parlent de la résorption de l'échec scolaire, mais pour résorber cet échec scolaire, pour justement faire face à cette difficulté, pour faire face justement aux diminutions de résultats,
il faut mettre les moyens pour l'école. Donc ça veut dire que cette demande-là, que vous persistez pendant des années, justement mettre la Guadeloupe en zone de priorité, en éducation prioritaire, c'est toujours d'actualité, cette demande? Bien sûr, c'est plus encore d'actualité qu'auparavant. Nous voyons bien que ce n'est que par ce prisme-là que le gouvernement lâche des moyens. Si nous n'arrivons pas à faire que le nombre d'établissements en Guadeloupe puisse être multiplié en éducation prioritaire, nous n'aurons pas de moyens. Mais parfois, ça renvoie parfois une mauvaise image de l'académie encore une fois, ce que je veux vous dire. Non, parce que, encore une fois, ce n'est pas stigmatiser les enfants. C'est reconnaître une difficulté, c'est reconnaître effectivement des réalités sociales. Exergue un département où nous avons le plus d'échecs scolaires, un département où nous avons les enfants avec le plus de grossesse précoce, un département où l'obésité infantile est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Nous avons des raisons de mettre les établissements en éducation prioritaire, non pas pour stigmatiser les enfants, non pas pour dire que les enseignants ne sont pas bons, c'est tout simplement pour avoir les moyens supplémentaires. Je vous donne un exemple tout bête. Si nous arrivait de construire une école en haut des Mamelles, il faut que vous sachiez que les Mamelles sont considérées au même titre que Créteil-Soleil, c'est-à-dire comme une zone qui n'est pas en situation rurale. Tout simplement parce que l'INSEE prévoit que pour être en zone rurale, il ne faut pas qu'il y ait un habitat à plus de 250 mètres l'un de l'autre. Ça n'existe pas en Guadeloupe. Même si vous êtes effectivement à la campagne au niveau du Nord Grande Terre ou sur la côte sous le vent, vous avez quand même des habitats les unes à côté des autres. Et de fait, nous ne pouvons pas ni bénéficier de l'éducation prioritaire, ni de la situation des zones rurales, et encore moins au niveau de la politique de la ville. Aucun établissement n'a été reconnu par décret. Alors, on va évoquer justement la situation à Saint-Martin, depuis justement le passage des ouragans et tous les problèmes qui se sont enchaînés après. Quelle est la réalité aujourd'hui pour les enseignants à Saint-Martin? Alors, pour les enseignants, c'est clair. 35% des enseignants sont toujours en cohabitation. La plupart ont de grosses difficultés parce que malheureusement, les compagnies d'assurance remboursent mal ou difficilement ou tardivement. Et puis surtout, nous avons encore ce phénomène de double vacation dans le premier degré et de co-intervention dans le second degré, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe de réparer pour permettre justement qu'il y ait une fluidité et permettre que... L'aspect pédagogique est mis à mal. Mais bien sûr, parce que lorsque vous avez des enfants qui tous les jours vont à l'école de 7h à midi, et puis que de midi à midi et demi, les enseignants sont obligés de déménager partiellement les salles de classe pour accueillir des maternelles, donc des enfants de 3 à 6 ans, et qui vont, eux, à l'école de midi et demi à 17h30, vous pensez sincèrement que ces enfants sont dans des conditions d'apprentissage optimales? C'est du provisoire. Mais c'est du provisoire qui dure. Oui. Ça va faire bientôt 6 mois que ça dure. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucune garantie qu'après les vacances de Pâques, les écoles de Grand Case puissent justement sortir de la double vacation. Pire, nous avons la certitude que les écoles de Sandy Ground vont être maintenues dans le mécanisme de double vacation. Tout simplement pourquoi? Parce que ce gouvernement a voulu faire une rentrée trop précipitée. Nous avons fait une rentrée rapide le 6 novembre pour faire de belles photos. Et malheureusement, nous n'avons pas vu justement les moyens arriver pour permettre notamment à la collectivité territoriale de réparer, de reconstruire et d'offrir des capacités d'accueil décents aux enfants. Parfait. Donc ça promet en tout cas pour la rentrée prochaine en 2018, en septembre 2018. Merci Eddy Séguy d'être venu ce soir évoquer cette situation et aussi cette annonce d'Emmanuel Macron qui rend l'école obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.